Bonsoir. Pourquoi faut-il prendre soin de la barrière de corail? Qu'est-ce qu'elle a de si précieux? La Grande Barrière de Corail, en fait, c'est la plus grande structure corallienne au monde. C'est près de un peu plus de 2300 km de barrières construites sur les côtes de l'Australie, qui protègent d'ailleurs ces côtes et qui constituent donc une zone exceptionnelle sur les coraux. Ces coraux qui sont à la fois un trésor de la biologie, de l'écologie, mais aussi un trésor pour l'humanité. Parce que les coraux fournissent énormément de services à l'humanité. Et on l'a vu dans ce souhait des Nations Unies d'inscrire la Grande Barrière de Corail sur le patrimoine en danger. L'Australie s'est battue pour avoir encore un sursis, comme ils avaient eu il y a quelques années, parce que la Grande Barrière, ça rapporte énormément, et une Grande Barrière inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, ça rapporte encore plus. Globalement, la Grande Barrière rapporte à peu près 5 milliards de dollars par an. C'est énorme. 64 000 emplois directs et indirects, rien que pour la Grande Barrière. La totalité des récifs coralliens au monde rapporte à l'économie mondiale près de 400 milliards de dollars. C'est énorme. Et à quel point cette barrière est en danger? Comment se porte-t-elle? La particularité de ces animaux, c'est de vivre en symbiose avec des algues. C'est ce qui fait que cette symbiose entre le corail et les algues qui vivent à l'intérieur des tissus du corail permettent de vivre dans des milieux où normalement il n'y a pas de vie. Ce qui rend ces mers tropicales si transparentes, si belles, enfin, on se dit c'est magnifique par rapport à la Méditerranée qui est souvent toujours un peu trouble, et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a pas de nourriture. Et ce qui permet la vie, ce qui a permis de construire cette grande barrière, c'est tout simplement cette symbiose entre le corail et ces algues. Or, actuellement, le réchauffement climatique, il suffit d'un demi-degré au-dessus d'un certain seuil pour rompre cette symbiose, pour provoquer le divorce entre le corail et ses algues. Et le divorce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corail va perdre ses couleurs, c'est ce qu'on appelle le blanchissement, mais beaucoup plus grave, il perd en fait la source de nourriture qui lui permet de vivre dans ces eaux où il n'y a pas de nourriture normalement dissoute. Et donc le corail n'arrivant plus à avoir sa nourriture, il meurt petit à petit. Alors si la température reste élevée, que quelques jours, le corail récupère assez rapidement. Au-delà d'une quinzaine de jours, le corail meurt. Et actuellement, la Grande Barrière, près des 3/4 de la Grande Barrière ont été fortement altérés par ces épisodes de blanchissement. Près de 50% de la Grande Barrière a disparu en quelques années. Les épisodes de blanchissement se poursuivent les années après années, deviennent de plus en plus fréquents, ne permettant plus au corail de se régénérer. Et c'est ça le grand problème de la Grande Barrière. Et quelles sont les solutions? Que peut-on faire? La première solution, bien entendu, c'est de suivre l'accord de Paris et de limiter sa production de carbone. Après, il y a des solutions locales de gestion. Les aires marines protégées, c'est quelque chose qui va limiter les agressions. Le problème de la Grande Barrière, c'est aussi les mines qui font de drainage sur la Grande Barrière, qui remettent en suspension et donc qui entraînent une turbidité importante. C'est les pesticides qui proviennent de l'agriculture. Donc tout ça, ça peut être limité par les aires marines protégées. Malheureusement, une aire marine protégée, ça ne prévoit pas de protéger contre les changements climatiques. Ça n'empêche pas l'aire marine protégée, la température de faire son effet. Donc il faut trouver d'autres solutions. Parmi les autres solutions, il y a la solution que nous essayons de mettre en place avec l'Institut océanographique, qui est un conservatoire mondial du corail, c'est-à-dire d'essayer de mettre du corail en aquarium comme ici, mais pas simplement à Monaco, dans tous les aquariums du monde, pour pouvoir sélectionner les souches résistantes et repeupler les récifs avec des espèces qui vont résister cette fois-ci à la température. Et vous, en tant que scientifique, vous êtes optimiste, pessimiste? C'est trop tard ou on a encore une chance de préserver cette barrière? Alors, je rappelle juste que parmi les prévisions du GIEC, il y en a une qui est effectivement très pessimiste, puisque le GIEC prévoit pour une augmentation de plus de degrés à la fin du siècle, ce qui est maintenant quasi sûr, la disparition quasi totale des récifs. 99% des récifs devraient disparaître. Alors, moi, je reste quand même très optimiste. On s'aperçoit dans certaines zones du monde, comme Persique, la mer Rouge, on s'aperçoit que certains coraux résistent. Nous, on arrive ici à maintenir au laboratoire des coraux qui résistent à des pH très bas. Donc, il y a sûrement des capacités du corail à réagir, mais il faut effectivement agir vite. C'est ce qui va permettre cette action de pouvoir faire quelque chose. Au plus tard on va agir,
au moins on va avoir des effets. Il faut réagir vite. Denis Allemand, merci de nous avoir éclairé sur la situation de la barrière de corail en Australie. Merci beaucoup. Merci à vous.